On va parler, Cody, de UNLV, pas forcément de la manière la plus positive. C'est encore UNLV n'y est pour rien. UNLV est victime dans tout ça et ça va rejoindre tout ce qu'on vient de dire. C'est la suite de notre volet économique. Là, on n'est pas dans le volet économique, on est dans on essaye de faire dans cette émission, de vous montrer que, OK, il y a des tweets, il y a des décisions politiques, mais ça veut dire quoi au quotidien pour les Américains. Il y a un journal indépendant auquel je suis abonné depuis 5-6 ans qui s'appelle The Nevada Independent qui a sorti, ils sont sur X et sur Blue Sky, je vous invite à aller les suivre. Ils ont sorti UNLV 1, Thomas, ils ont sorti ce scoop aujourd'hui pour vous montrer l'effet de la politique de Donald Trump. Donc, ils expliquent que les aides fédérales versées aux universités pour faire de la recherche, les universités aux États-Unis sont des centres de recherche essentiels sur des maladies. On explique que donc UNLV, donc ton université, vient de perdre 16,3 millions, que UNR, qui est l'université qui est à Reno, donc qui est au nord du Nevada, vient de perdre 23 millions d'aides et que c'était de l'argent principalement pour de la recherche scientifique, à la fois pour mental health, donc les problèmes d'ordre des troubles mentaux, Alzheimer, et tout ce qui est infection en termes de bactéries. Donc, ce sont des recherches qui sont arrêtées. Donc, la science s'arrête parce que Donald Trump a décidé que la science devait s'arrêter. Donc, on va explorer l'article et on va explorer le mail qui a été renvoyé parce que je veux vraiment, c'est vous montrer l'impact de toutes ces décisions lorsque vous avez Elon Musk, on va y revenir, avec la casquette et la tronçonneuse qui est très fier de dire qu'il a coupé Doge, ou vous avez Stephen Miller, on va l'écouter, qui est très fier de nous dire que le Department of Education n'existe plus. Ben, la réalité, c'est ça. Et que donc, l'article nous explique que ça met en danger des recherches pour l'intérêt public. Hein, c'est un danger critique, c'est-à-dire que d'un coup, il n'y a plus ces recherches qui sont faites. Qu'il n'y a plus de recherche veut dire qu'il n'y a plus de découverte. Qu'il n'y a plus de découverte veut dire qu'il n'y a plus de programme. Et là, ça devient vraiment problématique. Et donc, on découvre que UNLV est puni et UNR est puni parce que ce sont des universités qui, d'après Donald Trump, sont trop inclusives, mettent en avant la diversité et que donc il faut les punir. On va voir dans quelques secondes ce que ça veut dire. Je vais te donner la parole tout de suite, Cody. Ce que ça veut dire pour Stephen Miller, ce DI. Mais vas-y, je t'écoute d'abord. UNLV, depuis que j'y suis, donc pendant ces 4 dernières années, a toujours été soit la première ou la deuxième université la plus diverse racialement des États-Unis, où il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Quand on regarde, je crois que c'est 60% de femmes, quelque chose comme ça, une très grosse majorité d'une population asiatique, où en tant qu'homme blanc, on est une minorité sur le campus. Je crois qu'il n'y a que 20% des étudiants de UNLV qui sont des hommes blancs. Donc, quand on compare ça avec la vision du monde et des États-Unis mise en place par l'administration en ce moment, c'est sûr qu'il y a un clash très fort. Et UNLV est aussi, je ne me souviens plus exactement quel pourcentage, mais c'est un pourcentage très très haut en termes de l'université qui est le numéro, comme dans le top 3% de tout qui est recherche des États-Unis. Oui, parce que ce qui est fou, ce qu'il faut comprendre, c'est quand Cody vous dit voilà, il y a une diversité, etc., etc. Contrairement à ce que l'administration Trump veut nous faire croire depuis un moment, ce n'est pas un frein à la réussite. Au contraire, non, ce n'est pas un frein à la réussite. Il faut le savoir, à Vegas, UNLV, c'est tellement un standard et d'important pour tout qui est la santé, pour certains cas, on vous envoie même à l'université, à l'hôpital UNLV. Il y a des divisions, des bâtiments, des immeubles qui ne sont même pas sur le campus, qui appartiennent à UNLV, oui, où il y a des professionnels, ouais, des professeurs, ouais, hyper importants qui traitent le public
c'est pas juste une histoire d'étudiants, quoi, là. C'est pas juste on coupe des cours. Non, on parle pas de cours, là, on parle de recherche. Je me suis retrouvé dans une des fois où j'étais à l'hôpital cet hiver, je me suis retrouvé avec je vais utiliser le terme étudiants, mais c'est des gens qui ont 30-40 ans, des étudiants de UNLV qui étaient là pour me soigner. Donc c'est vraiment un impact qui est plus grand que juste en campus. C'est pas UNLV, c'est pas une université de fête non plus comme on voit dans les films aux États-Unis où c'est tout le monde vient pour boire et tout ça. Il n'y a pas vraiment cet aspect-là à UNLV. C'est triste de voir cet énorme dégât qui va être fait, pas juste pour le campus, mais pour l'État et pour la ville, parce qu'on voit toujours les voitures UNLV dans le désert pour tout qui est recherche géographique et pour tout qui est les sciences, pour le côté médical aussi. C'est vraiment une grosse perte. Alors justement, avant de continuer dans ces coupes à UNLV, je vais vous faire écouter Stephen Miller aujourd'hui, donc le conseiller de Donald Trump. C'est un idéologue qui ferait peut-être même rougir de honte certains nazis, à mon avis. Donc, Stephen Miller qui expliquait ce matin la vision de l'éducation. Donc, pourquoi des écoles comme UNLV, UNR et des tas d'universités aux États-Unis ont leur crédit de couper. Sa vision de l'éducation sous Donald Trump. Je vais essayer de vous résumer ça après. Pour celles et ceux qui comprennent l'anglais, écoutez tous les mots. Pour les autres, d'ailleurs, petite parenthèse, on ne peut pas, pendant le direct, vous sous-titrer. Je sais que vous êtes nombreux à nous demander ça. On ne peut pas le faire dans les directs. Désolé, on essaye de vous résumer le mieux possible. Ce que vous allez entendre, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, ça va vous ramener aux pires heures du totalitarisme, que ce soit du côté de la Russie de Staline ou l'Allemagne d'Adolf Hitler. C'est parti. Children will be taught to love America. Children will be taught to be patriots. Children will be taught civic values for schools that want federal taxpayer funding. So as we close the Department of Education and we provide funding to states, we are going to make sure that these funds are not being used to promote communist ideology. For any nation to be successful, it cannot teach its children to hate themselves and to hate their country. So these are a few of the areas in which President Trump has fought the cancerous communist woke culture that was destroying this country, where we were led to believe that men were women, that women were men, that racial discrimination was good, that merit was bad, and that safety and physical security mattered less than the feelings of liberal ideologues. Cette vidéo est terrifiante. Donc, ils expliquent qu'ils coupent tous les projets, tout ce qui est aide au niveau de l'État fédéral, parce que pourquoi il fait ça, hein, soyons clairs, on va faire un petit peu une marche arrière. Je vous ai très souvent parlé de ce power of the purse, le pouvoir du porte-monnaie. L'éducation américaine n'est pas la prérogative du président des États-Unis, c'est le Congrès donc des élus démocrates et républicains, qui votent la distribution des fonds. Et donc Donald Trump, dans sa volonté autocratique de l'exercice du pouvoir, retire ce pouvoir au Congrès en disant non, du coup c'est plus le département d'Education qui choisit la distribution des fonds. Donc derrière, ça veut dire ce n'est plus le Congrès, mais c'est nous, la Maison-Blanche, qui allons distribuer cet argent, ces milliards de dollars. Et on va les distribuer vers qui ? Vers des écoles qui apprennent aux jeunes Américains à devenir des patriotes, avec des écoles qui s'engagent à ne pas être des vecteurs de propagande communiste. Il utilise 2 fois le terme communiste, je ne savais même plus que c'était un terme utilisé aux États-Unis aujourd'hui, anti-woke, etc., etc. Et donc, c'est là qu'on voit que nous assistons, on est à 101 jours maintenant, à une volonté de transformer en profondeur la société américaine. C'est ce que nous expliquait Julien Gester hier de Libé lorsqu'il nous disait ces changements qui sont en train de se produire,
C'est pas quelque chose qui va disparaître dans 2 ans lorsqu'il y a des élections et qu'il y a une défaite à mi-mandat. Ce n'est même pas quelque chose qui va disparaître, c'est ce que disait aussi McCartney, le Premier ministre canadien, qui va disparaître lorsque Trump ne sera plus là. Ce sont des changements profonds. Il y a une volonté chez les personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui de transformer les États-Unis et de réécrire les États-Unis à leur image. C'est irréparable et c'est d'une tragédie profonde. Les États-Unis tels que vous les connaissiez, tels que nous les connaissions, tels que nous les aimons, hein, c'était la raison de cette volonté de venir s'installer aux États-Unis, n'existent plus et n'existeront plus. Donc voilà, donc ça c'était Stephen Miller. On va retourner sur ces coupes à UNLV qui sont juste un exemple. Là je prends UNLV parce que Thomas et Cody connaissent parfaitement, mais j'aurais pu prendre d'autres universités qui sont punies pour la même manière. Et donc, ça, ce sont des extraits de l'email de la personne en charge à UNLV qui annonce aux chercheurs qui travaillent à l'université qu'il y a ces 16,3 millions de fonds qui sont annulés. Donc, on va avancer justement dans cet email qui détaille à quoi ça servait. Donc, on voit certains, c'est des recherches pour COVID-19, COVID-19. Et puis, Alzheimer, on en a parlé, la première ligne. Et puis, regardez, par exemple, c'est du travail de recherche sur la résistance aux antibiotiques, qui est un véritable problème avec la surconsommation d'antibiotiques et le fait qu'il y a de moins en moins d'antibiotiques qui peuvent vous permettre, parce qu'il y a une résistance à ça, vous permettre d'être guéri lorsque vous avez une maladie rare, voire mortelle. Et regarde ce qu'ils ont glisser dans tout ça aussi, le NAN qui est tellement important. C'est encore une fois, on parle des pauvres, les pauvres américains qui sont affectés, touchés par tout ça. C'est un programme qui est censé aider les enfants, vous regardez, tous les âges jusqu'à 18 ans, dans des underserved areas. Donc c'est dans Pahrump, c'est dans toutes ces villes-là où les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux après les écoles, qui n'ont pas à manger, comme on a vu Tim Walz faire tout ça. Ce programme aussi se fait couper au milieu de tout ça. Ouais, mais ils auront les 2 poupées à la place des 30, ils pourront jouer avec ça à la place d'avoir ces programmes. C'est choquant. Donc, il y a cet aspect-là. Le dernier, ce sont des recherches qui existent. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est l'analyse des eaux usées. L'analyse des eaux usées permet, et il y a des exemples très, très précis. Je me souviens que, par exemple, lorsqu'on habitait au Texas, au niveau de Plano, ils s'étaient rendus compte, grâce à l'analyse des eaux usées, qu'il y avait une surconsommation de drogue et que donc, il y avait un problème de drogue au niveau des écoles, des lycées de la ville. Tout ça, c'est coupé au niveau du Nevada, ce qui fait que si demain il y a une épidémie entre guillemets de drogue au niveau des universités, au niveau de certains quartiers de la ville, on ne pourra plus le savoir. On continue dans ces Et la coupes. rougeole, quelque chose comme ça. Non, ça ne reviendrait pas aux États-Unis. Non, ça reviendrait. Désolé. Dans ces coupes, on voit que au-delà des pauvres, et ce sont des gens qui sont extrêmement pauvres, c'est que tout ce qui est aide, scholarship, ce sont les bourses pour aider les Native Americans. Les Native Americans, les pauvres, ils ont été du début jusqu'à la fin les victimes de l'histoire des États-Unis. Les Native Americans, ce sont ce qu'on a appelé en étant enfant les Indiens, donc les Premières Nations. Les bourses qui étaient réservées aux enfants de ces... vraiment, souvent, ils habitent encore dans des réserves, dans des conditions extrêmement précaires. C'est coupé. Et on voit que tout ce qui est programme pour aider des first generation, c'est-à-dire des enfants de migrants légaux, hein, pas illégaux, ou des gens qui n'ont pas d'argent, low income, sont coupés pour limiter l'accès à l'éducation. En gros, on retourne dans ce modèle où les seules personnes qui peuvent avoir accès à l'éducation supérieure, ce sont
ce sont les plus riches. Ouais, tout ça. UNR, là on a beaucoup parlé de UNLV, mais UNR, l'université de Reno, UNLV et UNR, ce sont les deux universités majeures du Nevada. UNR est connu, ils ont l'école de journalisme peut-être la plus connue, plus importante de la côte ouest. Je me demande, est-ce qu'eux ils sont en prochain? Tu vois, UNR est plus touché que UNLV. Les programmes scientifiques et médicaux, tu crois qu'on va laisser les journalistes tout seuls là-bas? Non, c'est certain. Je sais pas, on avait un autre extrait de cette... Non. Et donc, je vais vous donner une autre illustration. On a vu tout à l'heure, on parlait du NIH, excuse-moi, et justement qui est en charge des recherches Alzheimer, cancer, etc. Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il y avait 28 scientifiques en charge de la recherche contre le cancer aux États-Unis. Contre le cancer. Aujourd'hui, il y en a 0. Toutes ces personnes, tous ces programmes fédéraux pour faire avancer l'état de santé des Américains vient d'être coupé. Donc quand on rejoint ça et Trump qui explique que vous n'avez qu'à acheter moins de jouets à Noël et que c'est la meilleure manière de passer tout ça, dans la réalité, ces économies, je vais vous dire, parce que ça va arriver dans les prochaines semaines, et moi on pourrait dire, tiens, nous le savions, vont servir à quoi? Elles vont servir à financer la plus grande baisse d'impôts jamais votée pour les plus riches américains. Et donc, on est vraiment dans cette situation de société à deux vitesses où les plus riches seront encore plus riches, paieront moins d'impôts, et ce sont les plus pauvres, une sorte de sous-prolétariat là, qui va en payer les prix à tous les niveaux. Et donc, je ne pouvais pas conclure cette partie sur UNLV juste en vous montrant, en comparant l'ironie de la chose, qui sont les week-ends de Donald Trump pour jouer au golf dans ces clubs. Donc, on voit que depuis le mois de janvier, il est parti jouer au golf très 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 souvent. Attends, dès son premier week-end, hein? Ah oui, non, mais bien sûr. Oui, mais en plus, on parle de week-end, mais là, il prend des week-ends à l'européen, là. Oui, on voit au mois d'avril. Un week-end en février, il n'a pas raté. Oui, mais il n'a pas raté la semaine, t'inquiète. Non, et on voit qu'au mois d'avril, par exemple, le plus intéressant, vous en souvenez, c'est le 2 avril, il annonce Liberation Day, qui est un jeudi, c'est la première semaine. Et donc, il annonce ces augmentations de taxes dont maintenant on voit que ce sont les Américains qui en supportent les conséquences, comme ça avait été annoncé par Kamala Harris pendant la campagne. Et résultat, il était parti 4 jours en vacances derrière ça. Et ça avait été même glorifié. Vous vous en souvenez, on avait montré le tweet de la Maison-Blanche en disant c'est jeudi, c'est le week-end, on part en vacances. Donc, j'ai demandé, juste pour que vous ayez une idée, j'ai demandé à Grok, l'AI d'Elon Musk, de savoir c'est quoi le coût d'un week-end de golf du président Trump avec des sources. Et on voit que la seule véritable source, il y a des analyses de journaux, HuffPost et Washington Post, mais en 2019, ça c'est un rapport du Government Accountability Office, GAO, qui n'existe quasiment plus. Trump a viré tout le monde là. Pourquoi? Parce que c'était l'organisme gouvernemental chargé de vérifier la gabégie de l'État, donc les dépenses de l'État. Ils avaient, on les factures, on les fameux receipts, donc pour voir combien ça avait coûté de l'utilisation d'hélicoptères, l'utilisation de la sécurité, l'utilisation de Air Force One pour aller jusqu'à Mar-a-Lago. Et en 2019, les prix ont augmenté aujourd'hui, ils avaient estimé qu'un week-end de golf de Donald Trump, preuve à l'appui, coûtait 13,6 millions de dollars. Et donc là, pour les week-ends de Donald Trump au golf, il n'y a pas de problème de DEI et de recherche et de fonds publics. 36 millions là. Non. Et il y avait une vidéo qu'on a regardée au début quand Vance parlait de comment osent les médias américains, quand il y a 13 soldats qui sont décédés, comment osent-ils faire pression sur Signalgate? Il était où Trump pendant que ces 13 soldats Non, ça c'était avant ça. Il parlait de avant. Non, c'était avec la Lituanie où il était parti au golf. Non, ça c'est un autre exemple. C'est un autre exemple, tu es bien de qui a raté lui. Oui, bien sûr. Il était au golf pendant ça aussi. Et il était au golf pendant ça.
Voilà, allez, on ferme UNLV, on va parler de Elon Musk. C'est parti, à tout de suite.